Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur, et ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 206, une interview sur un thème qui nous tient à cœur, les émotions positives. Et Bulle de Bonheur a la chance d'être avec Sarah Allard. Bonjour Sarah. Bonjour Raphaël. Voilà, donc ça va être une interview à venir pour mieux comprendre le pouvoir de nos émotions positives. C'est prendre le temps d'être heureux et comme chacun le sait, c'est tellement important pour nous. Enfin, avec Bulle de Bonheur, nous continuons à être à la rencontre de gens heureux qui eux aussi ont des histoires. Alors, Sarah, qui tu es? Tu es diplômée de l'ESCP Europe. Tu es experte donc en psychologie positive appliquée, spécialiste du bien-être et de la gestion des émotions. Tu proposes des conférences, des programmes et des ateliers pour les personnes et les organisations qui souhaitent s'épanouir et révéler leur potentiel. Tu es auteur de Sunday Monday Happy Days, 101 expériences de psychologie positive pour être heureux, 7 jours sur 7, c'est paru chez Larousse en 2018, et I Feel Good, 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives, paru aussi chez Larousse en 2022. On peut retrouver aussi toute ton actualité et toutes tes ressources positives sur sarahallard.com. Alors, Sarah, S-A-R-A-H, A-2-L-A-R-T.com. On pourra tout savoir sur toi, Sarah. Absolument tout, ou presque. Et ou presque. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Écoute, je suis très heureuse de t'accueillir derrière les micros de Bulle de Bonheur, justement pour discuter avec toi autour des émotions positives, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. J'en suis déjà moi-même profondément convaincue, et je vois combien le fait de faire émerger des émotions positives change quand même pas mal de choses dans le quotidien. En tout cas, moi, c'est la base des accompagnements que je fais. Je me base véritablement là-dessus. Et j'avais envie qu'on en parle un petit peu, que tu nous racontes justement des petites choses pour les faire émerger, d'où elles viennent, comment est-ce qu'on peut les faire passer devant justement ces émotions négatives qui nous viennent si spontanément. C'est d'abord un travail proactif. Ça se fait pas, comme tu dis, les émotions négatives, elles émergent spontanément, les positives aussi, par moment. Mais on a du mal à avoir naturellement cet équilibre, ce bon équilibre qui est d'avoir au moins 3 fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Ça, c'est un chiffre qui a été démontré scientifiquement. On a besoin d'avoir ce ratio-là et bien souvent, on n'a pas ce ratio-là dans notre quotidien. Donc, apprendre à les cultiver, je dirais pas artificiellement, mais vraiment intentionnellement, c'est quelque chose de très précieux et comme tu dis, ça va impacter tous les aspects de notre vie. Là-dessus, il y a aussi une très grande étude, une méta-analyse qui avait été réalisée en 2005 sur plus de 200 études qui avait montré que ça impactait finalement tous les grands domaines de notre vie. Ça impacte énormément notre santé et même notre longévité. Ça impacte énormément notre travail, notre capacité à rayonner dans notre travail, notre performance et puis nos relations. Et évidemment, notre niveau de bonheur, puisqu'il est directement corrélé à nos émotions positives. Mais donc, c'est vraiment quand on travaille sur ces émotions positives, on va impacter positivement tous les aspects de notre vie. Donc, ça vaut le coup d'essayer de le faire. Mais c'est vraiment un chemin. C'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre qui propose une méthode en 5 étapes. On va peut-être détailler certaines de ces étapes parce que c'est vraiment un cheminement. Et puis, le chemin sera pas le même forcément pour tout le monde parce que ce qui me rend joyeuse n'est peut-être pas ce qui te rend joyeuse. Donc, ça passe aussi par pas mal d'introspection. Et pour commencer peut-être avec un petit exercice, moi, je pense que c'est bien de commencer par un autodiagnostic, de poser un peu les choses. Et un exercice que je recommande souvent, qui est très simple, c'est de ce que j'appelle l'interview positive, mais on s'interviewe soi-même, voilà. Ou alors on peut le faire à deux, en couple, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est simplement d'explorer les 10 émotions positives fondamentales. Donc, je sais pas si je vais citer les 10, mais on a la joie, la gratitude, l'amour ou la bienveillance, la fierté, la sérénité. Enfin, on va prendre ces émotions un petit peu les unes après les autres et on va se poser à chaque fois la question,
quoi, qui, où, comment. C'est-à-dire, quelles activités me permettent d'être dans cet état, quelles sont les personnes, peut-être, qui me permettent de me sentir joyeuse, ou qui m'amusent, ou qui, etc. Quels sont ensuite les environnements. Il y a des environnements, peut-être la nature, ou d'autres environnements qui vont vraiment générer beaucoup d'émotions positives. Et puis voilà, peut-être quelle manière de faire les choses. Enfin, voilà, c'est vraiment de se poser ces questions et de se dire, et c'est très révélateur comme exercice. Donc on prend la joie. Qu'est-ce qui me met en joie? Et on écrit tout spontanément tout ce qui nous vient. Qu'est-ce qui me fait ressentir de la gratitude? On écrit spontanément tout ce qui nous vient, etc. Pareil pour toutes les émotions. Et ça, c'est déjà un premier exercice. Souvent, on se rend compte que on a déjà beaucoup de solutions en nous. Finalement, on a déjà vécu beaucoup de choses qui nous ont permis de mieux nous connaître. Moi, en faisant cet exercice, par exemple, ça m'a rappelé que le contact avec les animaux était hyper bénéfique pour moi et me rendait vraiment très joyeuse. Et alors que j'ai pas d'animal à la maison, c'est pas forcément quelque chose que je fais beaucoup, donc ça m'a donné envie d'aller plus à la rencontre des animaux. Et c'est tout bête, mais j'ai proposé à tous mes voisins d'aller m'occuper de leurs chats et chiens. Et voilà, en attendant d'avoir peut-être un jour un chat ou un chien, mais il y a déjà un projet de tour du monde, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien et comment je peux faire pour en mettre plus dans ma vie. Ça, c'est un premier exercice qui est déjà super puissant. Mais avant cet exercice-là, est-ce qu'il y a besoin pour toi d'être assez au clair sur ce que veut dire pour moi la joie, l'émerveillement, la gratitude, parce que on est dans le domaine des émotions positives, mais elles ont leur subtilité chacune. Et du coup, dans ce vocabulaire de ces émotions positives, c'est important de bien en comprendre les différences et les subtilités. Oui, c'est important. C'est pour ça que, par exemple, dans mon dernier livre, I Feel Good, j'ai pris le temps d'expliquer ma vision, parce qu'à nouveau, il y a 10 000 définitions de la joie. C'est difficile de donner une définition qui serait universelle. J'ai pris le temps d'expliquer effectivement ma vision de chaque émotion et puis la vision aussi qui me semble la plus courante. Après, c'est quand même très personnel aussi, finalement, la définition, comme le bonheur. Il y a mille et une définitions, finalement, du bonheur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on a quand même une compréhension assez intuitive de toutes ces émotions. La sérénité, je sais quand je suis dans la sérénité. La joie, je le sais. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant et important, je pense, c'est d'être à l'écoute de notre corps, parce que notre corps, c'est la boussole, c'est le GPS qui va nous dire surtout, est-ce que vraiment là, je me sens en joie? Et ça, on sait que finalement, les émotions, elles activent ou désactivent des zones de notre corps. Et c'est pareil chez tous les êtres humains. On sait que par exemple, la joie va nous activer entièrement. Elle va activer tout notre corps. C'est pour ça qu'on dit que quand on est joyeux, on rayonne. Il y a une vérité scientifique derrière tout ça. Et la tristesse, c'est le contraire. Elle va désactiver tout notre corps. Donc c'est vraiment. Elle nous ramasse sur nous, même Voilà. physiquement, on se ramasse. Alors, on a aussi besoin des émotions négatives, hein, elles sont Bien sûr. importantes. Mais en tout cas, on peut être à l'écoute de notre corps. Et c'est notre corps qui va nous dire est-ce qu'on est serein. On n'a pas de tension, on est dans un état calme, le corps est relaxé, détendu. On sent qu'on est bien dans la sérénité. Donc c'est peut-être ça. C'est vrai qu'il y a des subtilités de langage, que ça peut être intéressant d'explorer ce que veut dire chaque émotion, mais je crois que le plus important, c'est de se reconnecter à son intuition et à ses sensations par rapport aux émotions pour savoir si on est dans le vrai ou pas, parce que tous les bienfaits des émotions positives dont on parlait, en fait, ils vont fonctionner que si on a le corps qui est en phase avec cette émotion. C'est-à-dire que, par exemple, la gratitude, pratiquer la gratitude, c'est très puissant, et on sait qu'on est vraiment dans un état de gratitude si on a une sensation agréable dans le corps. Voilà, moi, j'ai avoir une sensation de chaleur au niveau du cœur. S'il n'y a pas ça, si j'ai zéro sensation, c'est probablement que peut-être je suis en train de me dire oui, je suis reconnaissante pour ça, mais je suis pas en train de le ressentir vraiment. Donc c'est d'abord une question de ressenti et du coup dans le corps. Tout à fait, c'est très très intéressant. J'avais envie de te demander par rapport aux bienfaits là dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu rappellerais à nos auditeurs les bienfaits au niveau de la santé, au niveau du travail, comme au niveau personnel et relationnel? Parce que je le sais de connaissances qu'à chaque fois c'est un poil un peu différent. Qu'est-ce que tu dirais justement tous ces bienfaits dans ces domaines-là? Alors,
Donc, il y a quand même plus de 220 études qui montrent que c'est bien fait. Donc, il y a énormément de dimensions qui sont évaluées. Sur la santé, par exemple, on sait qu'il y a, il y a il y a moins de maladies de stress, il y a moins de maladies cardiovasculaires. Il y a effectivement une meilleure immunité, donc plus de résistance aux maladies globalement. On est plus actif naturellement, donc ça a un impact aussi sur notre santé. Et puis cette histoire de longévité est intéressante, c'est-à-dire que c'est la fameuse étude des bonnes sœurs qui a montré que, par exemple, dans un couvent, les bonnes sœurs qui avaient plus d'émotions positives, qui en ressentaient plus, vivaient en moyenne 7 ans de plus que les autres. C'est intéressant parce que c'est une population qui est relativement homogène en termes d'hygiène de vie, etc. Donc, ce qui pouvait changer, c'est cette prédisposition et cette façon de cultiver ou pas les émotions positives. Donc ça, sur la santé, voilà, il y a d'autres, certainement aussi plein d'autres choses, mais en tout cas, voilà certains des effets qui sont avérés. Sur nos relations, ça nous rend plus empathiques, ça nous rend plus sociables, plus ouverts, plus chaleureux, plus bienveillants. Donc forcément, tout ça va permettre des relations de meilleure qualité. On sait que les gens qui sont qui ont plus d'émotions positives ont aussi tendance à être davantage mariés ou voilà, il y a des études comme ça qui sont assez amusantes, davantage en couple. Enfin, ça a un impact aussi sur cette dimension-là. Et puis sur le travail, il y a beaucoup d'études aussi d'Harvard et du MIT. C'est pour ça que c'est vraiment un sujet, parce que parfois on se dit non mais attends, le travail c'est pas le lieu des émotions positives, mais si, complètement, c'est complètement le lieu. Et on sait qu'en termes de travail, donc déjà tous les impacts sur la santé font qu'il y a moins de maladies, moins de stress, moins de burn-out, moins d'absentéisme. Ensuite il y a plus de créativité, donc ça c'est plus d'innovation. On sait aussi qu'il y a plus d'engagement, les gens vont rester plus fidèles à l'entreprise, c'est logique. Il y a aussi effectivement plus de performance, de concentration et d'efficacité. Donc on est vraiment sur toutes des dimensions qui impactent à la fois l'individu évidemment, mais aussi l'organisation, une équipe, une entreprise tout entière. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant d'essayer de développer aussi au travail les émotions positives. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Complètement, et je suis complètement d'accord avec toi parce que toutes ces études que tu cites sont des études sur lesquelles que j'ai lues, sur lesquelles j'ai travaillé, et que je trouve vraiment passionnantes et je trouve que effectivement faire émerger les émotions positives, ça amène une souplesse relationnelle aussi qui effectivement, comme tu le dis très bien, impacte à la fois la vie personnelle, ses relations aux autres et également toutes ces relations au travail. On va accepter davantage des changements d'orientation. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont être plus proactives dans les cas de changement. Du coup, c'est hyper intéressant et que ça, c'est aussi intéressant dans la vie du travail que dans sa vie personnelle, finalement. Ouais, complètement. Mais dans les deux cas, c'est quand même le résultat d'une stratégie. Ça, c'est vraiment un point important parce que souvent, on attend que ça vienne tout seul et ça vient pas. Et voilà, mais c'est vraiment un changement de posture et un changement de stratégie. Et ça peut demander du travail, comme tout, quoi, de se dire. Et alors, du coup, le premier petit pas que tu conseillerais pour les personnes qui se disent, allez, je change de stratégie, j'adopte les émotions positives, je veux les faire passer devant les négatives, je vais faire mon petit ratio de 3 pour 1. Alors, quelles seraient les premières étapes que tu conseillerais? Alors, il y a un petit pas, donc déjà, effectivement, au-delà de l'autodiagnostic, que je trouve vraiment important. Je pense que ça peut être intéressant, c'est pas du tout novateur, mais en même temps, il y a plus de 50 études sur le sujet, c'est de commencer peut-être par la gratitude, par le journal, de tenir un journal le soir avant même de changer énormément de choses dans notre vie, déjà prendre conscience de tout le positif qu'il y a dans nos vies. Et ça va nous aider à savourer davantage finalement notre existence. Donc avoir un journal de gratitude, ça peut être, il y en a qu'on peut acheter dans les voilà, partout en librairie, etc. Mais on peut aussi juste prendre un cahier et se le créer. Et chaque jour prendre 5 minutes, ça prend 5 minutes pas plus, pour se noter, voilà, pourquoi je me sens reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui.
Ça peut être des petites choses. Tiens, voilà, il y a eu un rayon de soleil dans cette journée grise, ça m'a fait tellement de bien. J'étais dehors à ce moment-là. Ça peut être, j'ai eu un petit message de remerciement d'un collègue ou d'un client qui m'a vraiment touchée. Ça peut être, j'ai eu un câlin et une déclaration d'amour de ma fille qui m'a bouleversée. Ça peut être plein de choses en fait. Et il y en a tous les jours. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et ça, on sait que ça change la structure de notre cerveau. Enfin, ceux qui te suivent doivent connaître ces pratiques, mais c'est vrai que même moi, je me rends compte que par moment, j'arrête. Et d'ailleurs, la science montre qu'on a tendance à se lasser de ce genre de pratique. Donc, c'est pas forcément tous les jours. On peut le faire à la bonne fréquence. Au début, c'est conseillé de le faire tous les jours. Et après, on peut trouver sa fréquence. Mais pratiquer la gratitude, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être se demander à la fin de cet exercice, qu'est-ce que je pourrais faire encore mieux demain pour voilà, avoir juste un petit exercice de projection sur qu'est-ce que je pourrais changer demain pour me sentir mieux. Voilà, ça c'est un petit exercice tout simple mais qui déjà va changer nos lunettes, va changer la vision et notre perception de notre réalité et ce sur quoi on se focalise. Et c'est vrai que ce sur quoi on se focalise a tendance à grandir, hein, c'est une loi universelle. Donc, si vous focalisez sur l'amour que vos enfants vous donnent, vous allez être reconnaissant, ils vont le sentir et vous en donner encore plus. Enfin, c'est vrai pour tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose on parle de loi d'attraction, etc. Mais il y a une réalité derrière tout ça qu'on vit quand on travaille là-dessus. Donc ça pourrait être le petit petit pas. Bon, bah, c'est super, c'est super. Bah, écoute, merci pour toutes ces explications autour des émotions positives. On va passer à notre petit questionnaire. Allez, je change de regard. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Sarah, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien? Heureuse dans mon quotidien, il y a plein de choses qui me rendent heureuse. D'abord, ma famille, je pense, vraiment. Mais surtout quand on arrive à passer des moments de qualité, de partage. Et ce qui est pas évident, hein. J'ai 2 enfants, le quotidien, plus un travail, plus plein de choses, un mari et des amis, une famille, enfin plein de choses. Mais quand on arrive à passer des moments de qualité où on est pleinement présent et où il se passe quelque chose, c'est ces moments qui me rendent vraiment profondément heureuse. Mais c'est aussi ma responsabilité d'être pleinement présente et de pas être en train de faire autre chose à ce moment-là. Donc, en tout cas, ces moments-là me donnent beaucoup de joie. J'ai aussi beaucoup de joie, je disais, au contact avec les animaux. Naturellement, c'est quelque chose qui simplement de caresser un chat, un chien, de jouer avec un animal, ça me donne beaucoup de joie. La nature me rend heureuse aussi, la contemplation de la beauté de la nature. Ce qui me rend heureuse aussi, c'est toutes les initiatives positives auxquelles soit je contribue ou même d'observer simplement des initiatives positives. Ça me rend heureuse. Bon, il y a plein d'autres choses, mais pas toute la journée, mais voilà, c'est déjà une première base. Et puis si, et vraiment le rire. Voir mes amis, rire avec mes amis. Enfin, je suis une grande amoureuse du rire. Donc, j'essaye de lui faire plus de place parce que je pense qu'on rigole plus assez. Bah, ça, pour le coup, les études en parlent, hein, en disant que on rit moins de 2 minutes par jour, je crois. Tellement bon pour notre santé globale, cardiovasculaire, etc. Donc, et puis voilà, moi j'adore rire. Donc je pratique de temps en temps yoga du rire et puis on essaie d'avoir des moments rire en famille aussi vraiment importants. Non, non, et c'est juste tellement juste. Et ces moments de qualité, bah, c'est ce que je développe avec les jeux 2 minutes de bonheur. C'est offrir des petites cartes qui permettent justement de vivre ces moments de qualité et qui justement sont juste inoubliables. On fait émerger que des émotions positives et du coup, ça crée des moments juste incroyables et inoubliables. Et puis c'est ça qui crée le lien, qui crée la complicité, le lien, qui renforce les liens. Donc c'est d'autant plus intéressant que le jour où ne serait-ce qu'en famille, il y a un des membres de la famille qui vit des turbulences ou des moments un petit peu compliqués, il sait qu'il va pouvoir s'adresser, l'enfant sait qu'il pourra s'adresser à son parent parce qu'il va être écouté, parce qu'il y aura cette complicité qui aura été générée par toutes ces moments de qualité passés ensemble. Notre deuxième question, Sarah, une valeur humaine qui te rend heureuse? Je dirais que c'est la bienveillance. C'est autour de l'amour et de la bienveillance, mais vraiment j'aime bien la définition de la bienveillance qui est le souci profond du bien-être de l'autre dans le seul intérêt de ce dernier. C'est une définition qui a été posée par des chercheurs qui ont étudié la bienveillance et pour moi c'est une valeur fondamentale de veiller
Alors, c'est aussi bienveillance envers soi-même, ça commence par là. Mais cette notion d'être conscient, voilà, qu'on est tous liés, les êtres humains, et en ce moment, c'est parfois difficile quand on a cette conscience-là, et essayer de déjà souhaiter profondément le bien-être des autres et essayer, dans la mesure du possible, d'y contribuer. Ça me parle beaucoup. Elle est très belle. Redis-la ta définition de la bienveillance. Alors, c'est le souci profond du bien-être de l'autre dans le seul intérêt de ce dernier. C'est des chercheurs qui s'appellent Eggy et Bergner. Ils ont fait une étude dont j'adore le titre. Le titre, c'est What is Love? Et c'est quoi l'amour? Voilà. Et donc, ils sont allés chercher toutes les formes d'amour, et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'on retrouve dans toutes les formes d'amour avec un petit a, pas l'amour amoureux uniquement, mais ce qu'on retrouve tout le temps et systématiquement, et le point commun, c'est cette bienveillance avec cette définition-là. Voilà, ça me touche, et donc c'est quelque chose que j'essaie de cultiver. Je médite tous les jours, et j'essaye presque tous les jours d'avoir quelques minutes de méditation de bienveillance où j'imagine, voilà, que je souhaite du bien aux gens autour de moi, et même, voilà, toute la planète. Et évidemment, ça me fait du bien déjà. Donc ça, c'est bien, mais ça aussi, ça me change. C'est-à-dire que je vois que je suis pas forcément la même personne. Déjà, les jours où je le fais ou je le fais pas, j'ai pas la même ouverture. Et je pense que, évidemment, si on prenait tous quelques instants pour cultiver cette bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient et qui seraient plus harmonieuses. C'est sûr, c'est sûr. Oui, puis cette bienveillance vis-à-vis de soi-même, c'est important, parce que de temps en temps, je dis souvent, c'est important d'être son meilleur allié et pas son meilleur ennemi. Si je disais à mon meilleur ami ce que de temps en temps j'ose me dire, j'aurais pas beaucoup de copains dans mon carnet d'adresses. On est souvent assez violent avec soi-même, effectivement, et très dur. Et donc, c'est aussi important, effectivement, d'être son meilleur ami. Je suis d'accord avec toi, c'est essentiel. Tout à fait. Une troisième question, Sarah. Un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Bon, la réponse bateau, ce serait la naissance de mon fils. Mais ça, tout le monde doit répondre ce genre de choses. Pour mon fils, ça a été un accouchement, ça a été un moment tellement magique et lunaire où tout s'est déroulé tellement bien. Au-delà de ça, je pense qu'il y a certaines conférences que j'ai données où il s'est passé quelque chose de presque magique en termes de, voilà, je sais pas, énergétiquement, il y a eu quelque chose où on a tous vibré ensemble, et il s'est passé des choses, et où les participants venaient me voir à la fin, et ils me disaient mais ça m'a transformé, c'était incroyable ce que j'ai vécu comme expérience, etc. Et je ressentais aussi moi quelque chose de cet ordre-là. Alors évidemment, c'est pas à chaque conférence, même si c'est toujours super, mais la magie est à ce point-là, c'est pas tout le temps évidemment, mais il y a certaines conférences qui m'ont vraiment rempli de joie à un niveau très 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 élevé. Très chouette, très très chouette. Et quatrième question, Sarah, quel est ton secret pour être heureuse? Mon secret pour être heureuse, une bonne question. Je pense que c'est une alternance entre travailler sur mon bonheur par moments, de façon très consciente et volontariste, et avoir des moments où justement j'arrête de travailler sur mon bonheur, et je lâche prise et je laisse aller les choses. Et voilà, c'est une alternance de ces deux mouvements, parce que sinon on est tout le temps dans une quête, et on se met la pression pour être heureux, et voilà, et c'est pas non plus, je pense, la bonne chose à faire. Donc c'est par moment de juste dire ok, ouais, on va laisser faire et on va voir ce qui se passe. Sortir de l'injonction d'être heureux quelque part. Oui, c'est ça. Surtout quand on travaille soi-même sur ce sujet, où on peut avoir envie de se dire, quelque part, il faudrait que je sois la plus heureuse du monde. Mais non. Ça serait trop bien. Travaillez sur le bonheur et vous serez forcément 100% heureux. Mais non, tu as raison. Moi qui travaille sur le même sujet que toi, je confirme. Il y a des moments où ça va moins bien que d'autres. Et c'est aussi cette capacité à les accueillir, et puis à se dire, mais non, mais allez, quand on se laisse complètement envahir par des pensées négatives, en fait, c'est d'arriver à aller à faire ce pas de côté dont on parle, qui permet justement, moi j'aime bien en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé de me dire, je remets le positif à l'avant.
Toutes les manières, les émotions, les sensations négatives ou les impressions négatives, elles existent quoi qu'il arrive, mais c'est remettre le positif à l'avant et pour dire, toi, tu restes un peu derrière. Tu fais partie de mon train, t'es dans mes wagons, mais tu te mets à l'arrière et puis tu viens pas me polluer. Oui, ça par contre, c'est une attitude que j'ai quasiment systématiquement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, cette quête effrénée du bonheur, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une obsession. Euh, Absolument. et qu'on n'ait pas peur aussi de notre vulnérabilité. Enfin, je dénote parce que je travaille aussi dans ce domaine et c'est vrai que je pense que tous les experts, et c'est vrai pour tous les psys, etc., enfin, on est aussi vulnérable, on est aussi des êtres humains. Souvent, d'ailleurs, on travaille là-dessus parce que c'est pas par hasard non plus. Donc, on avait des choses à travailler. Donc, c'est aussi des phases, d'accepter ces phases de la vie, sans céder, évidemment, comme tu dis, au pessimisme et à voilà l'effondrement qu'il peut y avoir quand on commence à broyer du noir ou à voir les choses différemment. Moi, je broie jamais du noir, quasiment, à part pendant le Covid, quand j'étais enceinte, et vraiment, c'était un peu difficile, mais c'est très rare. Par contre, voilà, l'anxiété, etc., c'est quelque chose qui, par moment, me rattrape et sur lequel je travaille aussi, parce que je pense que c'est un sujet essentiel pour moi, mais aussi pour l'humanité, parce que c'est très d'actualité. Il y a beaucoup de gens concernés, donc aussi d'accepter que c'est ma part d'humanité et qu'en travaillant sur moi, en me guérissant, je guéris aussi le monde et j'aime bien cette vision-là. C'est sûr, c'est sûr. Quelque part, il y a quelque chose de contagieux aussi autour du bonheur quand on sourit, un sourire appelle un sourire, un rire appelle un rire, et du coup, il y a cette espèce de contagion autour de cette positivité que je trouve extrêmement intéressante. C'est vrai, moi j'ai beaucoup de plaisir. Par exemple, j'anime beaucoup de séminaires d'équipe et j'aime bien les équipes finalement un peu compliquées, un peu négatives. C'est toujours un petit challenge un peu personnel de me dire allez, je vais les retourner cette équipe-là. Et franchement, jusque-là, je crois que j'ai toujours réussi. Bon, je suis pas à l'abri de voilà, mais c'est vrai qu'il y a cet effet de contagion et de se dire ok, je vais y aller et puis on s'appuie sur des gens positifs. Dans un groupe, il y a quand même toujours des gens positifs et puis on s'appuie sur créer des moments humains qui vont forcément générer des émotions positives. Par exemple, quand on fait faire en équipe un bain de compliments, ça c'est une recette magique. Hein. Enfin, c'est-à-dire que ça, je l'ai testé dans tous les contextes, dans des contextes très conflictuels en entreprise, avec deux équipes qui se détestent, dans des trucs vraiment complexes. Et bien, quand on les pousse, alors faut les amener, faut pas directement leur dire allez faites-vous des compliments, ça marche pas, mais quand on les amène petit à petit à s'ouvrir et à tenter cette expérience d'aller, par exemple, écrire des compliments sur le dos, on met un espèce de poncho chaque participant et d'aller écrire des compliments sur le dos de tous les autres participants en étant forcément sincère, en allant chercher quelque chose de sincère, même sur les gens qu'on n'aime pas trop, et ben il se passe des trucs extraordinaires. Donc parfois on peut créer vraiment avec certaines situations, certains exercices, et ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, créer des moments un peu magiques qui vont fonctionner quelles que soient les personnes, quelle que soit leur personnalité, leur humeur du moment, parce qu'il y a un moment, le raz-de-marée d'émotions positives, c'est trop fort, ils sont obligés d'y aller aussi. Donc ça aussi, c'est des moments qui me mettent vraiment en joie. Quand j'assiste et que j'ai réussi à contribuer à des choses comme ça, là, ça fait vraiment du bien. Ouais, carrément, carrément. Et hop, je me lance. 5e question, Sarah. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Bonne question. Les 3 synonymes de bonheur. Alors peut-être qu'il y a quelque chose autour de l'épanouissement, du rayonnement, du soleil. Je sais pas, ça me vient comme ça. Il y a quelque chose c'est beaucoup cette idée de rayonnement finalement qui me vient et d'être soi, d'alignement aussi. Ok, donc tu dirais quelque chose d'un peu solaire quelque part, quelque chose qui donc de ce rayonnement du fait que où le bonheur c'est quelque chose qui émane, qui va chercher l'autre, qui sont des milliers de mains tendues. C'est un peu ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment cette idée que ça se diffuse en fait, et puis évidemment ça circule. Et c'est ça qui me vient quand tu me poses cette question-là. Évidemment, c'est cet ensemble aussi d'émotions positives alliées à une raison d'être et du sens et plein de choses. Hein. Après, moi, je définis souvent le bonheur. C'est un peu la définition aussi de l'OMS du bien-être. C'est vraiment la tête, le corps, le cœur, l'esprit. Hein. C'est un bien-être tête, corps, cœur, esprit. Pour moi, là, on peut parler de bonheur si on arrive à avoir tout ça réuni. Le fait de se sentir effectivement aligné.
Et notre sixième question, et dernière question d'ailleurs, en 2 minutes, qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Une bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie de leur proposer? De tester, vraiment d'être ouvert, de tester des nouvelles choses. Une fois qu'on a fait l'autodiagnostic dont je parlais tout à l'heure, c'est super, mais peut-être qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas expérimentées, qu'on n'a pas testées. Donc, d'être curieux, d'aller essayer des nouvelles expériences. Alors, dans mon dernier livre, je propose 47 rituels. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut imaginer. Moi, j'aime beaucoup travailler sur la méditation. On a parlé du journal de gratitude. Une autre chose, c'est la méditation. Il y a plein de façons d'utiliser la méditation. Moi, j'utilise un petit rituel que j'utilise quotidiennement. Donc, c'est peut-être celui-là que j'ai envie de donner aujourd'hui. C'est en fait MMM, c'est Mindfulness Meditation Manifestation en anglais. Donc, la première partie, c'est mindfulness. En fait, c'est la respiration. C'est d'utiliser la respiration pour travailler la pleine présence. Donc, pour travailler sur la sérénité, par exemple, eh ben, on peut, on inspire sur 2 temps, puis on expire sur 4 temps, et puis on monte à inspirer sur 3 temps, expirer sur 6 temps, et puis on peut monter jusqu'à 4 et 8. On fait ça pendant quelques minutes en observant sa respiration. Ensuite, on va méditer de façon un peu plus classique pour ceux qui connaissent la méditation, mais ça peut être simplement observer sa respiration pendant quelques minutes, observer les pensées qui passent en se disant que à chaque pensée qui passe, c'est très bien. C'est du stress qui est en train de quitter notre corps. J'aime bien cette vision-là. Donc, on l'observe et on la laisse partir. On est bien content que cette pensée, finalement, s'en aille. Et puis, la dernière partie, où vraiment les émotions positives vont prendre tout leur sens et tout leur impact aussi, c'est cette partie de visualisation positive. Et là, ce que j'adore avec la visualisation, c'est qu'on peut visualiser ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on a envie de travailler sur notre santé, sur notre business, sur nos relations, sur sur notre sérénité, sur notre joie, enfin, on choisit finalement le désir principal du jour, du moment, et puis on va se visualiser dans cet état-là. Donc, si vous avez envie d'être joyeux et que c'est un peu dur en ce moment, visualisez-vous joyeux. Qu'est-ce que vous feriez si vous arriviez à être joyeux? Comment vous vous comporteriez? Comment vous seriez avec les autres? À qui vous auriez envie de téléphoner pour dire, écoute, là, j'étais déprimée, maintenant, je me sens beaucoup mieux. Vraiment d'imaginer un peu le film, de visualiser tout ça et de le ressentir surtout, parce que c'est ça qui est essentiel. Et ensuite, essayer d'installer une espèce de grand sourire intérieur, de sourire à tout son corps et avec tout son corps à la fin de ce petit moment. Moi, je fais ça tous les jours et je dois dire que vraiment, c'est devenu indispensable à mon bien-être, à ma joie. Et quand je termine ça, j'ai un grand sourire aux lèvres et j'ai l'impression que voilà, c'est possible. Et on peut le faire juste en visualisant chaque jour une journée qui va bien se passer, la journée dans laquelle j'ai de la joie, etc. C'est vraiment toujours, dès qu'on combine une intention bien claire, donc un désir bien clair, une intention bien claire et une émotion élevée, donc une vibration élevée, donc une émotion de gratitude, de bien-être, etc., on va réussir à faire des changements extraordinaires dans notre vie. Donc voilà, un autre petit secret qui, en tout cas, voilà, moi, m'aide beaucoup et qui, je pense, peut aider aussi beaucoup de personnes. Formidable. Mais écoute, en tous les cas, je rappelle les 2 livres que tu as écrits là. Sunday, Monday, Happy Days, sont une expérience de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7, donc paru chez Larousse. Et I Feel Good, 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives, paru également chez Larousse. Tu sais, Sarah, on termine toujours notre podcast par une petite mousse. Alors, une petite mousse, ça pétille, souvent, en tous les cas. Chez nous, ça pétille. Et donc, c'est une citation qu'on trouve particulièrement inspirante. Et écoute, aujourd'hui, celle que j'ai envie de donner à nos auditeurs à la suite de ton interview, elle nous vient de Confucius et qui nous dit la joie est dans tout ce qui nous entoure. Il suffit de savoir l'extraire. Magnifique. Je trouve que ça résume assez bien le côté proactif, en fait, quelque part, que nous avons besoin d'avoir justement pour faire émerger ces émotions positives. Ouais, complètement. Je suis en phase avec Confucius. Super, moi aussi. Mais écoute, merci beaucoup Sarah de t'être prêtée donc à cette interview et d'avoir répondu à ce petit questionnaire et de nous avoir partagé tout ce que pouvaient être les émotions positives et leurs bienfaits. Merci beaucoup, Raphaël.
Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.